Nous sommes, comme chaque jour, ici, chez Village Semences. Vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter, notamment ce hashtag Village Semences, tous les jours à 10 heures au Salon de l'Agriculture. C'est le hall 2. Je salue ceux qui sont autour de nous, qui sont venus vous entendre, messieurs, et puis ceux qui nous suivent, bien sûr, sur Internet. Chaque jour, une question. Stop Intox pose toujours des questions un peu irritantes. Celle d'aujourd'hui est la suivante. Et si on sauvait l'élevage ? Ça signifie que l'élevage est menacé. Pourtant, c'est une des plus vieilles activités humaines antécédentes à l'agriculture, en 4500 avant Jésus-Christ, quelque part dans les pays du Levant. On invente des techniques d'élevage. Et je vais parler bien sûr de l'élevage aujourd'hui, sujet sur lequel on croise tous les grands points de l'actualité, l'économie des territoires, le pouvoir d'achat des ménages et puis la sauvegarde des filières de production avec les enjeux de développement, bien sûr, de sauvegarde de l'environnement. Je vais aborder ce sujet avec Joël Limousin. Bonjour, monsieur Limousin. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Vendée et vous êtes vous-même éleveur. Je salue Jean-Michel Schaeffer, qui est éleveur de volailles, président d'Envol. Jean-Michel Schaeffer vient d'Alsace et vous êtes président des producteurs de volailles en France. Et puis enfin, Gilles Luneau, rédacteur en chef de Global Magazine. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, là aussi un peu poil à gratter, Steak Barbare notamment. Et puis vous avez publié récemment d'autres ouvrages consacrés au monde paysan. Est-ce que, première question, c'est la première question toute simple, puisque c'est ce que postule le titre, si on sauvait l'élevage, est-ce que vous pensez, vous, Joël Limousin, vous qui êtes éleveur, que l'élevage est menacé en France ? Oui, il est menacé pour plein de raisons. C'est d'avoir pendant des années mis une pression tellement forte sur les producteurs que l'enjeu de la rémunération n'était pas au rendez-vous. Et donc je pense qu'il y a eu cette question fondamentale, mais qui a été aussi amplifiée par des règles, et ces dernières années notamment, des règles environnementales et cette contestation systématique de dire que l'élevage contribue à l'élévation du niveau des températures et contribue à la pollution. Alors que c'est plutôt l'inverse, que nous contribuons par la prairie, par le stockage du carbone. Donc il faut renverser cette tendance et que la notion de l'astreinte en matière d'élevage a mis beaucoup de difficultés. Mais je retiens d'abord il faut qu'on arrête l'érosion. L'argument économique. Alors, on est en pleine décapitalisation du cheptel en France, bovin notamment, vache allaitante et puis race à viande. Alors, c'est un vrai problème parce que c'est l'actif de production dans une ferme. C'est essentiel. Mais est-ce que, malgré tout, vous entendez le bruit de la société qui vous dit qu'il faut consommer, c'est ce que dira tout à l'heure Gilles Luneau, peut-être moins de viande, mais mieux de viande? Alors, ça fait déjà pas mal d'années que, y compris l'interprofession bovine, notamment Interbev, mais aussi toute la partie ruminant, globalement, était partie sur le flexitarisme. Et lorsqu'il y a eu cette communication, c'était véritablement d'en manger moins, mais mieux, de la qualité. Et c'est tout l'enjeu d'avoir une production locale pour manger local. Et c'est ce qui est défendu par le syndicalisme FNSOR, mais aussi par les chambres d'agriculture, manger local, alors, avec une production locale. Et puis, je fais tourner la parole. Vous nous dites, premier argument économique, ça a eu payé, mais ça ne paye plus, c'est ça? Il n'y a plus de modèle économique derrière l'élevage, bovin notamment? Ça a eu payé, et je dirais ça pourrait payer. Et aujourd'hui, on a des prix de marché qui ont augmenté, malheureusement, des coûts de production qui ont explosé depuis la guerre en Ukraine, etc. Le coût de l'énergie, mais je pense que rien n'est insurmontable. Il faut véritablement donner cette capacité, notamment avec les états généraux de l'alimentation, de construire le prix en partant du producteur, et ça a été toute l'ambition, d'avoir aussi l'ambition d'aller sur la contractualisation. Et ça, c'est un vrai sujet pour les éleveurs. Alors, depuis 2016, on va dire deux mots de la volaille, et puis je vous donne la parole, Gilles Luneau, on va dire deux mots de la volaille, parce que depuis 2016, un poulet sur deux consommé en France, un produit de volaille sur deux, a été importé. Alors, on va essayer de détricoter, d'ailleurs, lever le capot pour comprendre ce qui se passe véritablement. Parfois, vous achetez peut-être un poulet origine belge ou origine néerlandaise. En réalité, ce poulet vient de Thaïlande, d'Ukraine ou du Brésil. On va expliquer pourquoi. Mais comment se fait-il, Jean-Michel Schaeffer, que dans ce pays qui est le pays de la poule au pot, on en soit à ce stade d'importer une volaille sur deux? Là aussi, c'est un problème de coût de production? Oui, alors effectivement, c'est un problème de coût de production, mais qui est surtout lié à des choix de politique en fait européenne. C'est qu'est-ce qu'on veut en fait? Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on veut manger? Ouais. C'est que nous, la volaille, on est confronté depuis
1995, c'est les accords de l'OMC, hein, à des accords qui ont été signés et qui font qu'on importe de la volaille qui n'est absolument pas produite dans les mêmes conditions de production que les nôtres. Et les 3 gros pays dont on importe, c'est principalement le Brésil, il y a de la Thaïlande et il y a également l'Ukraine. Parce qu'on a une entreprise détenue par un oligarque, hein, le siège est à Chypre, hein, c'est des sites d'élevage de 2 millions de volailles qui ont été développés de manière industrielle et avec qui on a signé aussi un accord de libre-échange en 2015 qui a fait que de la volaille est rentrée. Maintenant, il y a droit de douane zéro avec eux et du coup, on a un déferlement de volailles qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions de production que nous. Et on arrive aujourd'hui à peu près à plus d'1 million de tonnes de volailles importées sur le marché européen. Alors si je le ramène à la consommation de blanc de poulet, parce que le blanc de poulet, c'est ça le produit phare. Le plus noble, ouais. On importe de ces 3 pays principalement à peu près un quart des blancs de poulet consommés dans l'Union européenne. Et ils vont principalement... Alors on parlait de consommation. Alors est-ce que c'est ce que le consommateur final achète ou consomme, c'est sûr, mais est-ce que c'est ce qu'il achète? Je précise ma question. Est-ce que c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés ou est-ce que c'est ce qu'on trouve dans la restauration hors domicile? Voilà. Alors oui, voilà, c'est une très bonne question, très pertinente, parce qu'en fait, on a 2 grosses parties de marché. La consommation à domicile avec les supermarchés, les boucheries, et on a tout le volant restauration hors domicile et produits transformés qui sont beaucoup en restauration hors domicile aussi. Et globalement, pour tous les segments de marché, grande distribution, supermarché, petite boucherie, on joue le jeu de la volaille française. C'est là qu'on va vraiment retrouver la production française pour les consommateurs. Aujourd'hui, je l'ai vérifié hier, elle est entre 10 et 12 euros le kilo. Oui. Ce qui est un prix, alors c'est accessible, hein, mais malgré tout, vous avez des gens qui ne sont pas capables de payer 10 à 12 euros le kilo. Alors effectivement, mais alors ça a été global pour l'ensemble. Même la volaille importée a augmenté. A augmenté, bien sûr, mais elle est toujours moins chère. Mais elle va toujours rester dans un delta moins cher. Et par contre, c'est vrai que sur la restauration hors domicile, qui est d'ailleurs le segment de consommation plébiscité celui qui par se développe. Le consommateur. Ouais. Parce qu'en fait, le consommateur, alors on va dire que quand il fait les courses, il fait plus attention à acheter la viande avec le logo que j'ai là. Et ça, c'est très bien. Sauf que il ne mange pas plus de ces marchés-là. En fait, se développent les produits-services, mangés à l'extérieur, de plus en plus chez nos consommateurs. Et là, il y a la volaille importée. Sur la RHD, la restauration hors domicile, c'est le snacking, c'est la restauration rapide, c'est repas qu'on prend à l'extérieur. En effet, la qualité du produit est parfois un peu dégradée. Juste 2 mots sur une idée simple qu'il faut expliquer. On parle de other cut, la façon de découper un poulet. Alors, ça paraît peut-être un peu barbare, mais c'est comme ça qu'il faut en parler, parce que c'est la technique de coupe qui permet de neutraliser le point de départ, le fait générateur. Donc que ça vienne de Thaïlande, d'Ukraine, qu'importe, si c'est passé par le port de Rotterdam, ce sera hollandais. Si c'est passé par le port d'Anvers, ce sera belge. Et finalement, le consommateur est quand même un peu trompé dans tout ça. Oui, tout à fait. Alors ça fait vraiment partie de nos demandes qu'on fait régulièrement au pouvoir public. C'est que dans les accords de libre-échange, on impose nos conditions de production à nous, imposons aux autres ce qu'on s'impose à nous-mêmes, qu'on se donne les moyens de contrôler, qu'on ait une réglementation sur l'origine au niveau européen qui soit beaucoup plus stricte. Parce que moi, souvent, je suis interpellé parce qu'on dit, voilà, il y a beaucoup de volailles Brésil, Ukraine, Thaïlande qui arrivent, mais nous, on ne le voit pas vraiment arriver en France. Et moi, ce que je dis, c'est quand ça augmente de Hollande, quand ça augmente de Belgique, souvent, il y en a dedans. C'est le thermomètre. Voilà. Ouais, il faut regarder ce thermomètre, voilà. Effectivement, ça détermine. Et alors, quand vous parlez de other cut, alors ça, c'est un autre sujet aussi qui a fait développer les importations. C'est que souvent, les accords ont été mal négociés par Bruxelles. Parce que, en fait, c'est très indigeste. Il y a des droits de douane par ligne tarifaire, donc sur le filet, la cuisse, les pâtes et ainsi de suite. Et en fait, il y a une ligne tarifaire qui s'appelait à l'époque autre découpe, sur laquelle il n'y avait pas de droit de douane. On avait tout de suite alerté. Et bien sûr, il y a des industriels, notamment l'Ukrainien, qui a découpé d'une manière différente la volaille. C'est-à-dire, expliquer, parce qu'on a envie de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de pilon. Oui, voilà. Avec un morceau de cuisse, en fait, et donc c'est pas... Voilà. Il ne découpait ni un filet, ni une cuisse, il découpait ce qu'on appelle un coffre de poulet, c'est-à-dire grossièrement le filet avec un morceau de pilon accroché, comme ça c'était ni l'un ni l'autre. Et vu qu'il n'y avait pas de droit de douane dessus, il s'est rentré, et voilà. Il y a toujours des passagers clandestins, compris dans la découpe de la volaille. Surtout dans ces accords-là, en anglais, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Gilles Luneau, vous êtes rédacteur en chef de Global Magazine, vous avez écrit un livre un peu à charge
sur la consommation de viande, mais vous n'êtes pas d'ailleurs au passage hostile à la consommation de viande. Vous pourriez à la rigueur partager ce que dit mon voisin Joël Limousin, ce que je pense moi-même d'ailleurs, qu'on a peut-être trop consommé de mauvaise viande pendant longtemps et qu'il faut s'orienter vers une consommation plus vertueuse pour des raisons personnelles de santé publique et pour des raisons environnementales. Non, je précise, le bouquin n'est pas une charge contre la viande. Hein. Bien sûr. Mais au moins, il amène à se poser des questions. Steak Barbare, c'est une enquête assez longue aux États-Unis, puis dans plusieurs pays, sur ce qui se prépare de viande de synthèse. Et c'est un cri d'alarme contre ça, parce que, je veux dire, ça, même si ce n'est pas encore au point, ça va arriver. Il y a des milliards sur la table pour faire ça. Et si vous voulez, moi, c'est au contraire un cri d'amour pour les éleveurs. Mais pas dans n'importe quelle condition. Pas dans n'importe quelle condition, on va peut-être en parler. Mais je veux dire, il ne faut pas se méprendre sur le bouquin. C'est un cri d'alarme sur la dérive des aliments de synthèse, y compris même des légumes de synthèse. Quoi. Bon. Donc, je veux dire, il y a quand même, et je ne fais pas partie des complotistes, hein, mais il y a un plan noir sur blanc, il y a un rapport qui s'appelle Western Agriculture aux États-Unis, qui existe depuis 4 ans, qui programme l'élimination des paysans, la fin de l'agriculture. Il faut quand même s'alerter là-dessus. C'est pas un truc de romancier. C'est les plus grosses institutions économiques qui portent ça. Non, mais il y a un projet dans lequel, effectivement, les paysans seraient un peu les jardiniers du paysage. On en regarderait quelques-uns. Ce sera un musée, témoignage, et effectivement, il disparaîtrait. Je voudrais simplement... moi, je partage le constat... des deux collègues, là, je veux dire, sur la difficulté économique aujourd'hui dans lequel est l'élevage, il n'y a aucun problème. Moi, simplement où je fais un pas de côté, on va dire, et où je peux être... mais on a le droit d'avoir des désaccords. Ah ben c'est oui, un endroit mais ici mais j'ai aucun problème. Où on les exprime de façon apaisée. On me connaît assez bien depuis longtemps sur les réflexions que je porte sur la manière dont on mène la politique agricole. Moi, il y a deux remarques fondamentales. La première, c'est si on veut changer, il faut faire un constat clair et accorder tout le monde sur le constat dans lequel nous sommes. Et là, il n'y a pas d'accord sur le constat clair. Je veux dire par là que le constat aujourd'hui, il n'est pas seulement à la ferme, il est sur le climat, il est sur la biodiversité, il est sur la consommation, il est sur des mouvements de société dont il faut prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut y souscrire forcément, mais il faut les prendre en compte. Et qu'à partir de ce constat-là, on a le constat, on le fait avec la science. Hein. Je pense au climat et à la biodiversité. On s'aperçoit que l'élevage, c'est pas l'élevage. Il y a une partie de l'élevage qui est entièrement vertueux, et je souscris aussi à ce que vous dites sur l'importance du pâturage, des bovins, sur la fixation du carbone des prairies, des haies, etc. On va pas refaire le rapport du GIEC sur l'utilisation des terres. Tout à fait d'accord. Mais il faut aller au fond des choses. Et qu'est-ce qui vous... C'est lié au chargement quand on pâture, et d'autre part, c'est lié à ce qui est un non-dit là. C'est tout ce qui est extrêmement industrialisé et qui, de fait, non seulement a un impact climatique important. Quand je dis impact climatique, c'est pas seulement chez nous. C'est quand on importe des millions de tonnes d'alimentation animale, c'est de la déforestation au Brésil. Faut le prendre en compte. Et qu'est-ce qu'on en fait, nous, de ces élevages-là? Même s'il y a un effort sur la qualité en France pour servir les Français, il y a 30%, grosso modo, je parle sous votre contrôle, de poulet exporté, qui est quand même pas du poulet que je mangerais, hein, et qu'on exporte dans des pays tiers. Alors, il y a une incohérence, si vous voulez. Il y a une schizophrénie. On peut pas à la fois être vertueux sur les pâtures et continuer ce genre de pratique. Là où je vous interromps, je comprends parfaitement votre argument. Il y a 48 heures, le sénateur Duplon, qui est sénateur de la Haute-Loire, était avec nous et on parlait précisément de l'élevage. En France, parfois, on manque de distance par rapport aux chiffres. On a des élevages de poules, de poulets qui font... C'est quoi le maximum? Alors, chez nous, un élevage, en fait, c'est une famille, hein, c'est un agriculteur. Chez nous, en moyenne, on a 40 000 volailles à peu près sur un élevage. Vous ajoutez, quand vous parlez de l'élevage ukrainien, vous ajoutez un 0, voire 2 zéros. Et vous voyez, il faut prendre de la distance. C'est-à-dire que on est... Alors, le gigantisme, ça s'apprécie à l'échelle de proportions qui sont extrêmement variables. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, moi, je vais répondre très, très brièvement. Oui. Est-ce que les autres font des conneries? Est-ce qu'on fait la course aux conneries? Non, voilà. On est d'accord. Mais tout ça pour relativiser le débat, pour essayer de se dire que malgré tout,
quand vous êtes dans une activité économique, la taille, elle joue un rôle important parce qu'avec la taille, vous amortissez les coûts fixes de production. Enfin, c'est un petit cours d'économie qu'on pourrait faire sur les coûts moyens, les coûts variables, les coûts marginaux. Mais c'est comme ça, quoi. C'est qu'à un moment, non ? Oui. Si vous voulez, c'est comme ça dans la photographie d'aujourd'hui, on va dire dans la photographie depuis, on va dire, la Révolution verte. La question, c'est qu'on est sommé par l'état de terrestre, hein, Ouais. par l'état de la planète, de changer. Quoi qu'on dise, je suis d'accord que l'agriculture fixe du carbone, mais on sait que l'élevage a un impact aux alentours de 13%, grosso modo. Hein. On dit 19, on part sur des moyennes, et les moyennes, c'est toujours... hein, il y a de la variabilité. il y a de la dans une variabilité moyenne, énorme, bien ça sûr. dépend des régions. Moi, je suis breton, je veux dire, l'impact climat de l'agriculture en Bretagne, c'est près de 40% en émissions de CO2, enfin, ramené au CO2. Et puis ailleurs, ça va être 4 fois moins. Dans le Cantal, c'est sans doute beaucoup moins. Ça doit être à 10%. Oui, c'est voilà. Il faut partir de ce constat-là, parce qu'il faut penser à l'avenir. L'agriculture, c'est quand même, je pense que vous souscrirez à ça, c'est du temps long. Il faut réorienter le navire. C'est très très long. Et si on ne fait pas d'abord le constat, on a l'objectif de zéro carbone en 2050, ça veut dire que le chemin, pour le moment, personne ne l'a tracé, parce qu'on manque de ce constat clair. Et surtout, on manque, je veux dire, d'emmener la société. Il ne faut pas laisser porter aux agriculteurs tout le poids. Parce que c'est eux c'est eux parce que, souvent si vous voulez, qui supportent ce poids. On ne peut pas changer l'agriculture sans changer le mode de consommation. Alors, justement, je voulais qu'on consacre au moins les 10 dernières minutes de cette émission à la consommation, parce que vous avez raison de dire que c'est une communauté. Il y a le producteur, le transformateur et le consommateur. Et si on ne change pas au moins la psychologie du consommateur, on aura du mal à changer le modèle de production. Mais est-ce que vous sentez, vous, une influence de ce courant aujourd'hui de réserve, vous voyez, de distance par rapport à la consommation de viande? Je ne parle même pas des antispécistes, hein, mais une façon de consommer les produits carnés qui serait différente. Alors, sur l'aspect, par exemple, viande rouge, on a senti un changement de consommation assez radical sur la belle entrecôte, etc., qui était vraiment le plat mis en évidence. Aujourd'hui, on est parti sur des steaks hachés. Certes, il y a un tassement, voire une diminution de consommation de viande, mais on voit bien que les steaks hachés, les burgers, etc., ça a plutôt augmenté. Et c'est fortement. de la viande française, ça? Et c'est de la viande française. Et c'est là-dessus qu'on se bat pour avoir du steak haché pur bœuf, pure viande en tant que telle, et non pas d'avoir des additifs. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on se mette bien au clair, Gilles, sur l'aspect du local, c'est-à-dire avoir une vision globale avec une consommation locale. Et on a un territoire tellement riche en France, c'est qu'entre la partie zone de plaine, zone de marais, zone de montagne, on ne fera pas l'agriculture de la même manière. Et c'est tout l'enjeu d'avoir des animaux sur les estives qui permettent d'avoir du ski d'hiver, c'est-à-dire que toutes ces pentes sont entretenues parce qu'il y a des animaux, mais avec une activité économique. Sur les zones de plaine, eh bien, oui, on a des activités qui peuvent être de façon des tailles plus importantes, mais il faut savoir que dans la volaille, entre autres, mais pas que, il y a, et le salon le met bien en évidence, sur de la vente directe. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Tout le monde est venu sur la vente directe. Je vois avec le réseau Bienvenue à la ferme, c'est venu à fond. Et du jour au lendemain, quand on a repris toute sa liberté de sortir, on est reparti sur d'autres phénomènes. Donc il y a eu un véritable effondrement. Donc il y a un comportement de la société qui est quelquefois assez paradoxal. Et notre rôle, Pascal, c'est d'arriver à répondre à tous les types de consommateurs. Regardez l'inflation qui se passe aujourd'hui, c'est d'arriver à apporter une alimentation saine, de qualité, mais qui soit à un prix abordable. Pour d'autres, ça sera du label rouge, du produit bio, qui soit à un prix plus élevé, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Et c'est ça notre grande richesse française. Alors, précisément, les jeunes dans tout ça, parce que je sais quel est mon mode de consommation, mais je sais quel est mon âge aussi. J'ai des enfants, et donc je voudrais savoir comment ils consommeront de la viande demain, parce qu'au fond, l'élevage, c'est une longue route. Une longue route, d'ailleurs, compliquée, hein, on le disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup insisté, le cheptel français se décapitalise. Ça signifie qu'on perd de la valeur chaque année, et donc que les conditions de production s'aggravent. Mais pas toutes les espèces. Alors, pas toutes les espèces, heureusement. Mais bon, c'est un phénomène d'ensemble. Ce n'est pas le cas de la volaille. Mais les jeunes, par exemple, comment consomment-ils aujourd'hui des produits carnés? Est-ce qu'il faut leur présenter les choses de façon différente?
Oui, on a le devoir au niveau de toute la filière, et c'est le rôle des interprofessions, d'être en analyse fondamentale des habitudes de consommation. Et surtout de faire de la pédagogie sur le consommer mieux. On parle notamment d'obésité, etc., d'équilibre alimentaire. Moi, on n'entend pas suffisamment les nutritionnistes pour expliquer tout l'intérêt des produits laitiers, des produits carnés, pas en grosse quantité, mais de façon équilibrée, avec les produits végétaux. Et Gilles a eu raison d'insister tout à l'heure sur les animaux, la viande de synthèse. Alors ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur qui pourrait nous arriver. Et on pourra être d'accord, Gilles, sur ces questions-là, pour faire front commun, pour empêcher ça, parce que il y a notamment avec France Carbone Agri tout un chantier pour expliquer, faire de la pédagogie, que oui, on peut être en émissions de gaz à effet de serre, mais on est dans le rapport global, eh bien, on est plutôt positif, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui viennent vers nous pour justement aller vers l'équilibre carbone. Mais juste d'un mot là, rapidement, je vous dis, informer les jeunes, leur parler différemment. On n'est pas voué toute sa vie, condamné toute sa vie à manger des burgers. Moi, j'entends mal ou j'entends peu la filière faire la pédagogie du filet de bœuf, de l'entrecôte, du faux filet, Oui, mais du Pascal, plat de côte aux jeunes. Non, mais franchement... oui, mais Joël. franchement, il faut quand même aussi qu'on s'habitue à des aspects de consommation. Et on a vu notamment sur la filière de lapin. Eh bien, le lapin n'était pas consommé. Eh bien, il y a eu des vraies réflexions pour présenter avec de la cuisine bien adaptée pour faire manger du lapin. Si vous mettez une demi-carcasse de lapin, eh bien les gens vont dire ça coûte trop cher, je ne sais pas cuisiner, etc. Donc notre rôle, c'est d'arriver à avancer sur ces questions-là. Et je le sais bien, dans notre département en Vendée, on est producteur de lapin de façon importante. Il y a eu beaucoup de pédagogie sur les fêtes d'agriculture pour expliquer qu'on pouvait manger du lapin, les viandes blanches, le lapin, tout ça, c'est un véritable équilibre alimentaire. Est-ce que vous avez, c'est un autre sujet, mais on ne peut pas passer à côté, est-ce que vous avez en France, les uns et les autres, des difficultés avec le coût d'abattage? Jean-Michel Schaeffer. Oui, alors le coût d'abattage, très clairement, en France, c'est sûr qu'il est beaucoup plus élevé hein, que notamment tous les compétiteurs qui sont extra-UE. Mais on a également beaucoup de difficultés parce que les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes que chez nous. C'est aussi là que ça se joue. Les vôtres sont plus nous, par exemple, on a diminué de 70% la consommation d'antibiotiques dans nos élevages. On a des normes salmonelles dans nos élevages, c'est-à-dire on fait des chiffonnettes dans les abattoirs, les poulaillers, enfin on est très clean. Bon, quand on importe du poulet du Brésil, c'est absolument pas imposé. Nous, on s'est lancé dans des programmes d'antibiorésistance qui vraiment représentent des différentiels de coûts énormes. Et malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'il nous faut des clauses miroirs et qu'on les contrôle. Je comprends. Alors les clauses miroirs, il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'on impose aux autres ce qu'on s'impose à soi-même. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore sur Internet, parfois à l'initiative d'associations antispécistes, des images d'élevage de volailles qui sont déplorables, épouvantables? Il y a des canards boiteux dans le métier, si je peux me permettre? Alors écoutez, des cas particuliers, il y en a partout. Et il faut toujours regarder aussi la manière dont les vidéos sont faites et l'origine. Parce que des fois, ça parle à l'opinion, ça. Hein. Mais oui, bien évidemment. Ça parle à l'opinion. Alors après, à nous de rétablir la vérité. Alors je voudrais juste rebondir quand même un peu sur le consommateur et faire un peu la différence quand même avec la viande bovine. Chez nous, on n'a pas eu un effondrement de la production. Au contraire, ouais. C'est que la consommation a continué tout le temps régulièrement à augmenter. Mais en fait, la production française n'a pas pu accompagner cette consommation-là du fait d'importations qui sont faites dans d'autres conditions. Peut-être on s'est hyper spécialisé dans la montée en gamme et parce qu'on a oublié ce que les économistes appellent le marché de masse, le mass market. On a une filière très très diverse en espèces et en modèles d'élevage. On est assez unique dans le monde. Hein. Label rouge bio, du pinta, du canard à viande, du canard gras, du poulet. Mais force est de constater quoi, pour rejoindre un peu ce que disait Joël sur les consommateurs. La consommation augmente. Quand je prends le bio, le label rouge, aujourd'hui, on est en difficulté avec les augmentations de prix. Hein. Ah oui, bien sûr. Et même le label rouge volaille, qui est vraiment connu de tout le monde. Si je regarde sur 60 ans de consommation, on est à peu près à 15% de la production consommée par nos consommateurs. On est à 15%. Ça n'a pas bougé. Ça ne bouge pas, vous voyez. Et en fait, ce que consomment les gens de plus en plus, c'est du poulet standard, du poulet du quotidien, parce que on consomme du service, un peu plus du transformé. Et là, la question, c'est la suivante. C'est est-ce qu'on veut garder notre souveraineté alimentaire, la produire en France avec nos standards de production,
Ou est-ce qu'on veut être dans Alors. l'hypocrisie, c'est-à-dire on n'en veut pas et on l'importe dans d'autres conditions? Alors, Ça, c'est un vrai sujet. il nous reste 5 minutes. Je veux qu'on parle d'un sujet parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'élevage était pour moi à la croisée des chemins. Problématique de pouvoir d'achat, vous l'avez montré, de souveraineté alimentaire. Il y a aussi la question des territoires, Gilles Luneau. Il y a des territoires en France, on a cette géographie-là, on ne va pas la changer. On a des territoires de moyenne montagne, de bocage, mais s'il n'y a pas d'élevage en moyenne montagne, je pense, tiens, Jura, les Vosges, le Massif central. Alors le Massif central de l'Allier pratiquement jusqu'au sud de la Haute-Loire, hein, peut-être même l'Ardèche. Le sud-ouest, s'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'activité économique. Il faut soutenir ces territoires. D'abord, je dis pas le contraire. Bon, bah, c'est bien, bah, Mais, dites-le. Non, ce que j'essaye d'alerter, en fait, Ouais. c'est que si vous voulez, si on n'a pas, par rapport à tout ce que je disais du contexte général, qui sont des vrais défis, hein, et qui vont transformer l'économie, et qui vont, en général, et qui vont transformer aussi les modes de faire valoir agricole. On ne peut pas s'arrêter ferme par ferme pour régler ça. Et en effet, il faut prendre à l'échelle du territoire. Et quand je dis à l'échelle du territoire, Joël l'évoquait, on ne produit pas de la même manière suivant la géographie, Oui. suivant le climat qui va changer. Bien sûr. On est face à un défi systémique. Hein. C'est ce que les scientifiques appellent, c'est-à-dire que tout bouge ensemble. On est en même temps face on va dire, à une trajectoire dont on connaît l'aboutissement, l'élévation de la température avec tous les problèmes que ça pose, de ravageurs, d'eau, etc. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais on est dans le flou sur le chemin pour, d'une part, ralentir et s'adapter. Et cette question-là, on ne peut pas y répondre par des solutions toutes faites, que ça soit, si vous voulez, je sais pas quoi, un robot super balèze pour faire de la précision, ou simplement... C'est une réponse globale. Non, il faut donner une réponse. C'est une réponse. On a besoin de science, on a besoin d'expérimentation Oui. à l'échelle du pays, à l'échelle des écosystèmes qui sont différents, comme vous le soulignez. Et ça, il y a un impensé. Il y a un impensé scientifique, politique et des organisations agricoles. Toutes Mais la les faute de organisations qui? agricoles. La faute à Mais qui? c'est de la faute à rien, c'est la faute à l'histoire. On n'a jamais de mémoire humaine, on n'a jamais été confronté à ce que nous affrontons aujourd'hui. Et si vous voulez, on a besoin de science et de philosophie, parce que sinon on va se taper sur la figure. Vous voyez les affrontements sur l'eau. C'est-à-dire que moi, ce que je demande, c'est du recul, un constat clair et une définition du chemin. Regardez un jeune qui va s'installer aujourd'hui. On a... c'est pareil, vous le savez. Enfin, je veux dire, il y a à peu près la moitié des chefs d'exploitation qui, sur 10 ans qui viennent, vont être en retraite. Oui, ils ont 55 ans en moyenne. Est-ce qu'on continue l'érosion du nombre de fermes? Parce que quand ils vont partir à la retraite, d'une part, où ça part à l'agrandissement ou à la reprise. Et la reprise, aujourd'hui, on ne peut pas la concevoir sans, on va dire, une obligation agroécologique pour faire court. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux une phrase. Alors, c'est quand même l'élevage qui maintient l'installation. Absolument. Non, mais on est entièrement d'accord. Mais je suis un fervent défenseur de l'installation. Et mon inquiétude sur l'installation, c'est que les jeunes, si on ne leur donne pas un peu des profils de ferme pour aller dans le bon sens, hein, et quand je dis des profils de ferme, c'est avec aussi repenser la manière dont la filière leur laisse une place, etc. Et si en même temps, parce que ça aussi c'est un impensé, si en même temps, on ne pense pas au gars qui part en retraite avec des actifs échoués. Hein, c'est-à-dire que si on désindustrialise, il y a des bâtiments qui n'ont plus servir à rien. Merci. Il a plus son pétrole pour partir en retraite. Ok, Gilles. Non, mais ce que vous dites est important. C'est effectivement la continuité. Juste pour conclure en une minute, Gilles Luneau dit en substance il faut revoir le modèle, se réinterroger la question de l'eau, de l'environnement, du revenu, etc. Au fond, vous pouvez partager ce constat, Joël Limousin. On doit aller plus vite dans l'adaptation. C'est l'adaptation par rapport au changement climatique qui a déjà été enclenché depuis un certain nombre d'années. Tout le monde ne fera pas de l'irrigation. Il n'y a que 6 à 7% des surfaces qui sont irriguées aujourd'hui. Donc on doit avoir pour tout le reste trouvé des dispositifs qui permettent d'avoir cette diversification des productions pour maintenir l'élevage, maintenir le végétal, parce que tout ça, c'est un tout. Et la recherche et le scientifique, la grande erreur, depuis une quinzaine d'années, c'est d'avoir fait un arrêt sur image sur toute la partie recherche. Regardez le débat sur les OGM, certes, mais la mutagénèse.
comment on est en capacité, par rapport à des coups de canicule, d'avoir des plantes qui résistent à ces aspects-là. C'est ça l'enjeu pour avoir des fourrages demain qui puissent résister pour nourrir nos animaux. Merci Joël Limousin, merci Gilles Luneau, merci beaucoup Jean-Michel Schaeffer. Vous nous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les poulets, sur la volaille, et peut-être lever une partie du voile sur ces mystérieux filets de poulet qui nous arrivent de si loin et qu'il faudrait éviter. Hein, privilégier, j'en profite pour le dire, consommer français, consommer moins, consommer la proximité si vous voulez. Manger peut-être un peu moins de viande, c'est ce qu'on se dit, mais manger des bons produits, du filet, voilà, hein, de la bonne. On a en plus une variété de races qui est formidable en France, et puis des éleveurs qui font bien leur boulot. Merci de nous avoir suivis. À demain, gros sujet demain sur Village Semences, sur le stand Village Semences pour Stop Intox. L'eau, la question de l'eau, décisive, voilà. À demain et bonne journée.